La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Démocratos. Démocratos, une fenêtre ouverte sur les questions démocratiques. Démocratos, c'est tous les mardis en 15 à partir de 15h05 sur Radio de la Paix. Rediffusion les samedis à 14h. Présentation Ben Diakité. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du Sahel, connaît des attaques terroristes. Une nouvelle attaque, la troisième en un peu plus de 2 mois, a eu lieu le lundi 7 juin dernier dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, tuant au moins un soldat ivoirien selon un bilan provisoire. Face à ces menaces terroristes, comment la démocratie peut-elle se présenter comme un rempart contre l'extrémisme violent? C'est à cette préoccupation que nous répondrons avec notre invité, Dr Flan Moké, enseignant-chercheur directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, CRPA. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et merci d'être avec nous. Nous allons permettre à notre collègue, Matamaïga Touré, de faire la présentation de vous. Ensuite, on reviendra sur notre plateau. Présentation de l'invité. Flan Moké César est titulaire d'un PhD de sciences politiques, diplôme obtenu en 2009 à l'Institut de sciences politiques de l'Université d'Innsbruck, en République fédérale d'Autriche. Spécialiste de politique internationale, la recherche sur les conflits, la démocratie et la gouvernance, les systèmes politiques comparés ainsi que les migrations sont principalement les domaines auxquels il se consacre. En 2010, il intègre le système universitaire ivoirien en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Bouaké, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, et à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Dans ce cadre, il dispense entre autres des cours de sociologie politique, de politique comparée, des cours en lien avec la sécurité internationale. Ce sont les cours de théorie de la sécurité, de terrorisme transnational et de grands problèmes politiques contemporains. En 2014, il fonde le Centre de recherche politique d'Abidjan, dont il est le directeur. Le Centre de recherche politique d'Abidjan, CRPA, est un think tank, un laboratoire d'idées dont le but est de contribuer à la stabilité et à la durabilité des institutions en Côte d'Ivoire et en Afrique pour la recherche, la formation politique et la médiation politique. Dans ce cadre, le CRPA a organisé entre autres des programmes sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire avec le soutien financier de la fondation américaine National Endowment for Democracy Need, un programme sur la prévention des conflits intercommunautaires financé par le Fonds canadien d'initiative locale, ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, et un programme sur la lutte contre la radicalisation des jeunes et l'extrémisme violent soutenu par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. En 2019, il participe en tant que IVLP, International Visitors Leadership Program, un programme organisé par le département d'État américain sur la coopération internationale dans le cadre des challenges sécuritaires globaux, les Global Threats Cooperation. Il a participé également au Forum international sur le développement du parlementarisme à Moscou, en Russie, à l'invitation de la Douma d'État, Parlement de la Fédération de Russie, où il a fait une communication sur le thème « Le dialogue des législateurs pour la paix et la stabilité dans le monde ». En communication où il traite de la situation sécuritaire au Mali et en Afrique de l'Ouest. Il a participé également à la 4e session de réflexion stratégique, CIRS, organisée par le ministère de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, le PNUD et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, il participe au BBL, plateforme de réflexion sur la sécurité organisée par le Conseil national de sécurité, le PNUD et la Fondation Friedrich Herbert. Dr Flan Moké César a intégré le CRPA à plusieurs réseaux sous-régionaux et internationaux. Exemple, le réseau international de think tanks, dirigé par le professeur James McGann de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, Solution Think Tank, réseau des think tanks francophones d'Afrique de l'Ouest, et APG, Africa Progress Group, dirigé par le président Olusegun Obasanjo du Nigeria. Docteur Flan Moké, quelle est aujourd'hui l'actualité de votre institut de recherche? Le Centre de recherche politique se penche sur les thématiques d'intérêt politique et social, principalement en Côte d'Ivoire, de sorte à faire des recommandations stratégiques et opérationnelles sous forme de policy papers aux décideurs, de manière à impacter l'environnement social, l'environnement politique. Je rappelle que le thème de notre émission Démocratos de ce jour est « Démocratie, un rempart contre l'extrémisme violent ». Avant que vous ne réagissiez sur le thème, nous nous sommes rendus
vu dans le nord de la Côte d'Ivoire où nous avons demandé aux populations de cette partie du pays de ce qu'elles pensent de l'extrémisme violent. Nous les écoutons. Vox Pop. Je suis Madame Fofana. Je suis secrétaire dans une structure de la place. Faut dire que actuellement, on entend beaucoup parler des attaques à la frontière du Burkina. Voilà, c'est vraiment inquiétant. Nous, on n'est pas trop loin du Burkina, donc on s'inquiète. Vraiment que les autorités y revoient le côté sécurité. Voilà, surtout sécurité. Parce que nous, la population, vraiment, on n'est pas serein. On a vraiment très peur. Je m'appelle Aya Christelle Olga. Par rapport au terrorisme, ici, il faut qu'on renforce la sécurité. La sécurité surtout. En termes de terrorisme, il faut parler aussi du djihadisme. C'est le djihad qui se développe pour devenir du terrorisme. Si la sécurité est renforcée, je pense qu'on peut au moins trouver une solution à cela. Sinon, la population n'est pas en sécurité. Il faut que la population dénonce le plus tôt possible les personnes qui rentrent, surtout les étrangers. On ne connaît pas leur identité, on ne sait pas d'où ils viennent s'abriter. Quand tu vois quelqu'un de nouveau dans la société, il faut le déclarer. Pour qu'on puisse le suivre de très près. C'est entrée, sortie, c'est fait et gestes surtout, c'est important. Parce que c'est eux qui viennent voir le terrain, comment ça y est, ils supervisent et puis trouvent une porte d'entrée avec les gens de mauvaise moralité. Oui, je suis Oyode Youssouf, étudiant en vacances à Bunjali. Mon avis est que le gouvernement doit un peu mettre l'accent sur la sécurité. Voilà. Parce que de nos jours, la Côte d'Ivoire accepte n'importe qui. En Europe, avant d'entrer sur le territoire, vous devez avoir toutes sortes de papiers pour bien s'installer là-bas. Mais ici, il n'y a pas assez de contrôle, au fait. Moi, je propose que le gouvernement mette une armée au nord, vers le nord, pour pouvoir régler cette situation. El Aïdambele Adama Oussaï, résident à Bunjali. D'abord, c'est une grosse inquiétude. Mes impressions, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Dans la mesure où nos frontières sont poreuses, je ne vois pas quelles sont véritablement les dispositions qui sont prises pour nous sécuriser. Donc, je me dis que nous qui ne sommes pas loin de la frontière et qui souvent avons traversé cette frontière-là, à plusieurs endroits, nous ne sommes pas rassurés. La proposition, c'est que aujourd'hui, au lieu de laisser les forces de sécurité plus dans la zone qui est supposée être sécurisée, autant les déployer sur les frontières où il y a des inquiétudes. Je prends un exemple. Plus vous allez vers la capitale, sinon les capitales, et vous voyez que les camps militaires sont bien garnis et les frontières qui sont à l'approche du Sahel où les attaques se perpétuent régulièrement, il n'y a presque rien. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une réaction. J'ai vu un chantier de construction dans la Bagoué que je connais. Et on dit que c'est un camp militaire. C'est bien, mais le camp militaire là doit venir trouver que les frontières sont vraiment réellement occupées. Je suis Gano Fousseni, Fouskader de la radio Bagoué. Le terrorisme, je pense que c'est un réel phénomène qui nous effraie tous, surtout que ça commence vers nos frontières qui sont poreuses, mal sécurisées, comme on le constate. Il y a une récurrence des attaques ces jours-ci qui font que nous qui sommes de la communication même, on a l'impression que nous n'en faisons pas assez, mais on est impuissant devant ce phénomène-là. C'est une question d'armes. Alors, on est parfois rassuré de voir des militaires qui passent pour aller aux frontières, mais il se trouve que ce ne sont pas vers ces zones-là justement qu'il y a des bruits de bottes. Or, le terrorisme, où on ne s'attend jamais, c'est là où ça frappe. Donc voilà un peu ce qui est notre inquiétude, notre appréhension est réelle par rapport à ce phénomène-là. Moi, je pense que le terrorisme, l'une des solutions, il n'y en a pas autre qu'une riposte militaire adéquate. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, ça va vraiment être difficile pour nos pays africains de contrer ce phénomène-là. Quelle va être l'équation pour la Côte d'Ivoire? Le Mali étant en frontière avec la Côte d'Ivoire, c'est totalement inimaginable que la France se retire, car le premier combat du terrorisme, à mon avis, c'est les renseignements.
Les services de renseignement qui font beaucoup dans, disons, le combat contre ce phénomène. Ce sont les Occidentaux qui ont les meilleurs services de renseignement et ils interviennent actuellement. Voilà un peu mon appréhension encore supplémentaire. Ma guide de solution, c'est vraiment de renforcer nos frontières et la coopération également des populations civiles avec les forces de l'ordre. C'est très important dans le combat. Et cela suppose qu'il faut être informé pour apporter une coopération avec les forces de l'ordre sur tout ce qui est suspect. Docteur Flamboquet, vous avez écouté avec nous ces réactions des populations sur le terrorisme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je constate tout simplement que les différents intervenants ont exprimé beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce phénomène dévastateur. Au regard des informations, en prenant en compte les informations qu'on a provenant des zones où ce phénomène-là est vraiment d'actualité, les zones où les groupuscules terroristes d'obédience djihadiste sont en pleine activité. Je me rends compte que dans les définitions qui sont apportées, il y a lieu notamment d'apporter quelques clarifications. D'accord, vous allez nous clarifier tout à l'heure. Mais à présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est la troisième partie de notre émission. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, nous allons développer toutes ces préoccupations que vous avez tantôt soulevées. Alors, vous avez dit, en écoutant bien entendu cet élément, qu'il y a des clarifications à apporter entre terrorisme, extrémisme, djihadisme, violence. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces différents concepts, Dr Flamboquet? Merci. À ce niveau, je voudrais peut-être me limiter à 3 concepts qui reviennent bien souvent. Il s'agit du radicalisme, il s'agit de la radicalisation, il s'agit également de l'extrémisme violent. Le djihadisme, on peut en parler également. Je vais tout simplement dire que le radicalisme, c'est un phénomène qui est transversal. Et le radicalisme peut être religieux, il peut être politique, il peut être ethnique, il peut être identitaire, etc. Donc, il s'agit tout simplement, ou bien disons que le radicalisme, c'est le fait d'adopter des positions extrêmes, infléchissables. Et ça, c'est l'aboutissement de tout un processus. Et ce processus-là, c'est la radicalisation. C'est le processus par lequel un individu ou un groupe d'individus finit par adopter une forme violente d'action, directement lié à une idéologie, à contenu politique ou religieux ou social, etc. On peut dire que la radicalisation, donc, c'est un processus et on ne se radicalise pas par hasard. Je suis très très marqué par cette présentation du Centre canadien de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui estime que le processus de radicalisation est un enchaînement de circonstances et de choix de l'individu. Et on ne se radicalise pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons, au Québec, à Paris ou à Abidjan. Donc la radicalisation, ce qui pousse un individu à la radicalisation peut être lié à un contexte, donc c'est contextuel, c'est circonstanciel, etc. Maintenant, on peut définir l'extrémisme violent comme étant une doctrine qui prône la pratique de la violence dans sa forme la plus tragique, dans sa forme la plus aiguë. On peut dire que l'extrémisme violent, c'est la dernière étape de la radicalisation ou bien l'étape ultime de la radicalisation. Alors, qu'en est-il du terrorisme dans ce cas? Le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Il est évident que depuis les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles à New York et sur le Pentagone, on assiste à un nouveau phénomène du terrorisme qui est des tendances salafistes, des tendances djihadistes, d'après les termes utilisés par ceux qui se lancent sur cette voie. Mais le mot terrorisme provient du latin terror, qui signifie peur, qui signifie terreur. Le terrorisme, c'est donc une stratégie qui consiste à répandre la terreur, à répandre une atmosphère d'insécurité pour récolter des dividendes politiques, des dividendes idéologiques, etc. Donc, on peut dire que le terrorisme est une stratégie de communication. Il s'agit tout simplement d'envoyer un message à un destinataire, de sorte à ce qu'il révise sa position, parce qu'il s'agit tout simplement de contester un ordre établi. Alors, mais comment se fait-il que très souvent, on réduit l'extrémisme violent au terrorisme? En fait, l'extrémisme violent, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est en lien avec cette question de faire peur et de répandre la terreur. Donc, il y a un lien étroit entre l'extrémisme violent et la terreur. Puisque le terrorisme, c'est le fait de répandre la terreur à des faits d'ordre politique, d'ordre idéologique, etc. Évidemment, il y a un lien entre le terrorisme que nous connaissons et l'extrémisme violent. Mais le terrorisme islamiste, je ne dis pas islamique, le terrorisme islamiste, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est différent d'autres formes d'extrémisme violent qui peuvent être la conséquence ou bien le fait d'adopter des positions politiques extrêmes, par exemple. Docteur Flamboquet, qu'est-ce qu'on entend par djihadisme? C'est un terme qui revient malheureusement, souvent aussi dans le cadre de ces différents concepts.
Bien, il faut dire qu'il y a une interprétation différente de ce concept-là. Le djihad, tel que présenté généralement, et pour les hommes musulmans pieux, ça n'a rien à voir avec, disons, ces conquêtes entre griffes qui sont menées par ces groupuscules qui revendiquent l'islam comme religion. Le djihad, ça renvoie à la guerre sainte. Donc, quand on prend les livres saints, notamment le Coran, dans les sourates ou encore d'autres livres saints comme dans les hadiths, on présente cela comme étant le fait de répandre l'islam, l'idéologie islamiste à d'autres contrées, et dans ce sens-là. Aujourd'hui, la pratique qui est faite par ces groupuscules diffère de cette approche du djihad telle que présentée dans les livres que nous connaissons. Il s'agit pour ces individus qui se sont mis sous ce drapeau-là de lutter, d'après eux, contre les différents systèmes politiques en place, de sorte à instaurer à la longue des califats, c'est-à-dire des systèmes politiques à la tête desquels on peut trouver un imam, par exemple, ou alors un ouléma, c'est-à-dire un intellectuel musulman. Alors, nous allons parler de système politique, mais nous allons parler de la démocratie. C'est quoi d'abord la démocratie? Et ensuite, on va vous demander quel rapport la démocratie peut entretenir avec cette forme que vous avez définie tantôt, l'extrémisme violent. Quel rapport avec la démocratie? Alors, c'est quoi la démocratie? La définition commune, disons, faite à la démocratie est une citation du président américain Abraham Lincoln qui présente la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple. Si cette définition rend compte du contenu de ce qu'on attend de la démocratie, on peut dire que la démocratie, c'est le fait que le peuple gouverne lui-même. Il gouverne. Il peut gouverner directement ou bien il peut gouverner par l'entremise des représentants. Et ces représentants sont élus de façon démocratique sur la base de lois et ils jouissent donc d'une légitimité populaire. Alors, quelle interaction aujourd'hui entre démocratie et le radicalisme? Entre la démocratie et l'extrémisme violent, c'est-à-dire ce que nous observons aujourd'hui suite aux différentes actions qui sont menées contre notre territoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Il y a un rapport de conflit. Donc il y a une relation conflictuelle entre la démocratie et puis l'extrémisme violent sous l'angle du terrorisme islamiste, qui est l'idéologie qui est revendiquée par des groupes qui s'agitent ici en Afrique de l'Ouest et qui nous ont déjà fait mal quelque part. La démocratie est une société de tolérance. La démocratie accepte la diversité. La démocratie accepte le pluri, c'est-à-dire pluralisme politique, diversité religieuse et tous ces éléments-là. Alors que le terrorisme tel que nous le connaissons, qui repose sur le fondamentalisme et la recherche de la monopolisation de la vérité. Cela signifie que les terroristes, les djihadistes, tout ce groupe qu'on voit aujourd'hui, ils revendiquent le monopole de la vérité. À partir de ce moment-là, la démocratie et le terrorisme sont opposés. La démocratie peut constituer un rempart efficace contre l'extrémisme violent de type islamiste, puisque c'est ça l'objet, en ce sens que la démocratie permet de mettre en place de bonnes politiques publiques. Un système qui est démocratique est un système qui va véritablement mettre en place des bonnes politiques publiques. Et pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le djihadisme, il faut mettre en place des politiques publiques en matière de sécurité qui sont très efficaces. Le deuxième élément, la démocratie suppose que les citoyens ont bénéficié d'une certaine formation politique, une formation civique, mais une formation politique, et cela les amène directement à ne pas adopter des positions extrêmes. Du coup, la démocratie et l'extrémisme violent, sous l'angle du terrorisme islamiste, s'opposent. Donc la démocratie devient alors un rempart efficace dans ce sens-là. Ou bien la démocratie est en adéquation avec la bonne gouvernance. Cela signifie que la corruption, par exemple, qui est une plaie, une faille que les groupes terroristes exploitent pour atteindre leurs cibles, la corruption, par exemple, sera minimisée et du coup, les failles qui pourraient être provoquées par la corruption ne seront pas aussi béantes, aussi grandes, de sorte à ce que les islamistes ou bien les groupes islamistes en profitent. On peut également dire que, justement parce que la démocratie favorise ou alors la démocratie suppose des élections libres et transparentes, le fait de permettre à la population de s'exprimer librement par les urnes, cela détruit en fait en chaque individu des frustrations qui pourraient être issues d'un environnement électoral, polémique, de sorte à ce que des personnes migrent ou alors des personnes migrent vers des positions extrêmes de plus en plus, ce qui peut les faire basculer dans l'extrémisme violent. Voici en substance ce que je peux dire concernant le rapport qui existe entre la démocratie et l'extrémisme violent sous l'angle du terrorisme islamiste. Donc la démocratie est un rempart, à mon avis, un rempart sûr contre la radicalisation même d'abord et contre l'extrémisme violent. Merci Dr Flam Moké. Nous allons parler de la 4e rubrique de notre émission. Le mot-clé. Il s'agit du mot-clé. Le mot-clé
clé aujourd'hui, il s'agit du pouvoir exécutif dans le cadre donc de la démocratie. Qu'est-ce que nous devrons entendre par pouvoir exécutif dans le cadre de la démocratie? C'est quel instrument, c'est quelle organisation, le pouvoir exécutif? Alors, le pouvoir exécutif, tel qu'il se présente, il est toujours en rapport avec d'autres pouvoirs. Ce sont notamment les pouvoirs législatifs et judiciaires. Cela remonte à l'histoire des idées. Montesquieu, par exemple, a réfléchi sur cette question, John Locke aussi. Et le pouvoir exécutif, renvoie, si vous voulez, au gouvernement. C'est-à-dire qu'au niveau des organes constitutionnels, le gouvernement est l'institution, sinon l'instance qui abrite le pouvoir exécutif. Dans un système présidentiel comme le nôtre en Côte d'Ivoire ici, le pouvoir exécutif est dirigé par le président de la République qui nomme un premier ministre et qui lui propose un gouvernement. Disons, l'organe à charge de l'exécution, d'abord de la conception, dessiner les grandes lignes de la politique, mais également dans le cadre de l'exécution des grandes lignes politiques, donc le pouvoir d'exécution politique qui revient essentiellement à l'administration, mais l'administration n'est rien d'autre que le prolongement du pouvoir exécutif. Synthèse et recommandations. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission. Il s'agit donc de la synthèse et des recommandations. Synthèse et recommandations qui vont bien entendu s'intéresser au thème de notre émission du jour, qui était de savoir comment est-ce que la démocratie peut-elle être un rempart contre le terrorisme ou la radicalisation ou l'extrémisme violent. Docteur Flamouquet, en termes de recommandations, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, pour coller à la thématique qui nous réunit, c'est d'abord de faire en sorte qu'on connaisse une promotion des valeurs démocratiques. Donc la promotion des valeurs démocratiques va donner une certaine assise à la société et va déjà servir de rempart, même si on se rend compte que dans des systèmes politiques où la démocratie est avancée, ces systèmes politiques-là ne font pas l'économie des actes terroristes. Mais en tout cas, la démocratie, si elle est mise en œuvre, elle permet de résoudre un bon nombre de problèmes. Par exemple, la question des emplois, l'emploi des jeunes et tout ça, donc les politiques publiques et tous ces éléments. Mais de façon concrète et immédiate, ce que je peux demander aux populations, c'est la vigilance d'abord. On note une forte activité des groupes terroristes, disons-le, principalement dans la partie nord du pays. Donc la première des choses, c'est d'appeler les populations à être vigilantes. La deuxième des choses, c'est de faire en sorte que les gens ne fassent pas de confusion entre le terrorisme tel que les gens le pratiquent et qui endeuille des familles et des nations avec l'islam, qui est avant tout une religion de tolérance. Il faut amener les gens à ne pas faire d'amalgame, parce que faire l'amalgame entre terrorisme et islam, cela ferait le lit des groupes terroristes. En réalité, c'est ce qu'ils recherchent, pour pouvoir recruter davantage et pour atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'être vigilant dans la vie quotidienne. Quand on se rend, par exemple, dans une gare routière, ceux qui organisent le trafic interurbain en Côte d'Ivoire doivent avoir pour priorité la protection de leurs sites d'abord, de leurs infrastructures, et puis des populations qui se déplacent. Donc il faut mettre un minimum de sécurité dans ces endroits qui sont fortement visités par les populations. À l'endroit de l'État, du gouvernement? Oui, à l'endroit de l'État, c'est de faire en sorte que ceux qui sont chargés de nous protéger, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, et qui se déplacent dans ces zones-là pour apporter la sérénité, la proximité de l'État, il faut que ces différentes entités-là bénéficient de tout le soutien et de tout l'équipement nécessaire. Il faut également déployer des stratégies très efficaces. Notamment, on a pu se rendre compte qu'au Mali, par exemple, les groupes islamistes ont prospéré parce qu'il y avait des connivences entre des chefs locaux et des chefs de Katiba, c'est-à-dire des brigades djihadistes installées au Mali. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire intègre cette dimension, de sorte à rompre déjà, si jamais il y avait quelques cas, de rompre les chaînes qui pourraient rattacher ces chefs de groupes islamistes, ces chefs djihadistes, à des chefs communautaires locaux dans le nord et partout en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous devons entendre par le concept la présence de l'État dans les zones reculées? Qu'est-ce que cela veut dire? La présence de l'État est caractérisée par l'administration publique. On sait bien qu'il y a un sous-préfet, un préfet, etc. Il y a l'administration. Mais ici, il s'agit d'une question sécuritaire. Il est évident que la Côte d'Ivoire ne peut pas se doter d'une armée pléthorique où on pourrait avoir à chaque 100 mètres un soldat, mais il faut que les populations dans des contrées sentent la présence de l'État par des patrouilles, par des visites sporadiques
Le fait que ces populations-là voient des éléments des forces de l'ordre dans leur environnement, cela pourrait les rassurer et les dissuader de toute tentation de se tourner vers les vendeurs d'illusions qui comptent sur eux pour déstabiliser. Il ne faut pas aussi oublier les projets de développement dans les différentes localités à reculer. En effet, il ne faudrait pas qu'il y ait des disparités. Il faut que les différentes populations, où qu'elles soient en Côte d'Ivoire, se sentent prises en compte dans les projets de développement. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Merci beaucoup, Dr Flan Moké. Merci pour votre présence à cette émission Démocratos. Vous avez pu nous entretenir sur le thème « La démocratie peut-elle être un rempart contre le terrorisme ou l'extrémisme violent ?» Merci beaucoup pour toutes ces réponses apportées à nos préoccupations. Nous allons vous retrouver dans d'autres cadres pour parler de d'autres sujets. Très très bonne semaine à l'écoute des programmes de la Radio de la Paix. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous ont présenté Démocratos, une émission ouverte sur la démocratie. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.